Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à malice. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. J'espère vraiment que la vie va reprendre son cours normal rapidement et que l'on pourra à nouveau aller dans les salles de spectacle et les salles de concert pour jouir de la culture avec un grand C. La culture qui, comme toujours, a la part belle dans cette émission. Vous allez le voir aujourd'hui encore avec une rencontre avec deux réalisateurs lorrains qui ont tourné un court-métrage à Metz et vous allez voir qu'ils ont du talent à revendre. À Metz, nous resterons pour y retrouver Maître Étienne qui nous dira tout sur le portail japonais que vous pouvez admirer au plan d'eau. Nous poursuivrons notre voyage à bicyclette pour faire connaissance avec un fou de vélo qui confectionne des modèles durables. Nous prendrons également des nouvelles de Tom et le Lord et découvrirons la sélection littéraire de Xavier. Mais tout de suite, nous allons retrouver Jean-Pierre Vidy qui publie un ouvrage passionnant, Les Contes d'Hoffmann ou le reflet retrouvé de Jacques Offenbach. C'est paru aux éditions Symétrie. Jean-Pierre Vidy, avec lequel je me suis entretenue à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Bienvenue dans la boîte à malice. Jean-Pierre Vidy, bonjour. Bonjour Alicia. Je suis vraiment ravie de te retrouver. On va rappeler aux téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas encore que tu es psychologue clinicien, président du Cercle lyrique de Metz et par conséquent passionné d'opéra. Tu es également chroniqueur pour la boîte à malice puisque tu viens souvent nous rendre visite pour nous parler d'opéra. Et aujourd'hui, c'est l'auteur que j'ai la chance d'interviewer puisque tu publies Les Contes d'Hoffmann ou le reflet retrouvé de Jacques Offenbach. C'est paru aux éditions Symétrie, un ouvrage vraiment passionnant. Offenbach que l'on connaît beaucoup pour ses opéras bouffes, des pièces très drôles. Pour autant, il y avait une vraie profondeur qui se cachait dans ses créations. C'est ce qui t'a intéressé chez cette personnalité, chez cet homme, ce côté double facette? Oui, tout à fait, parce que moi j'ai entendu les contes d'Hoffmann ici, et surtout des opérettes, les premières opérettes ici, à l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole, et bon, je trouvais ça très très drôle, mais en même temps, il y avait un arrière-plan plutôt triste, plutôt quelquefois dramatique, quelquefois même pathétique. Et par exemple, on se rend compte que la plupart des opérettes d'Offenbach, ça a des côtés un peu tristes. J'avais l'impression qu'il y avait deux facettes. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Oui, tout à fait. Et moi, c'était ça qui m'intéressait parce que quand je lisais des ouvrages sur Offenbach, tous les auteurs, justement, butaient sur, d'un côté, toute sa production d'opéra bouffe qui était très drôle et qui est très drôle, et puis, de l'autre côté, ces fameux contes d'Hoffmann où il y a là une production opératique absolument majeure, qui fait que c'est un opéra qui est un des opéras les plus joués au monde, parce qu'en fait, Offenbach a toute sa vie rêvé d'être reconnu parmi les compositeurs d'opéra renommés, dont la figure emblématique était Mozart. Il avait une passion pour Mozart, et donc il a voulu toute sa vie arriver dans ce cénacle très fermé qui lui était refusé pour des tas de raisons qu'on ne va pas développer maintenant, mais qui sont pas toujours, mais qui sont expliquées dans le livre, qui ne sont pas toujours très nobles. Et il y a eu un espèce de pied de nez de l'histoire, c'est qu'en fait, donc, Offenbach est mort en 1880, et le 10 février 1881, les contes d'Hoffmann ont été créés, alors qu'il était depuis 3 mois déjà au Père-Lachaise. Et ça a été un succès. Et en fait, cette consécration qui fait que, par exemple, un journaliste détracteur a dit cette phrase « J'ai écrit quelque part que qui a écrit les excentricités d'Orphée aux Enfers et de la Belle Hélène ne produirait jamais rien de sérieux. Eh bien, je me suis trompé. » Et je crois que c'est un peu, ça résume assez bien cette image d'un compositeur qui, d'une certaine façon, s'est battu pour arriver à ça. Effectivement,
finalement tu tires sur le fil de son histoire pour remonter aux origines et à la manière dont il s'est construit et comment aussi ces failles ont toujours été là en lui, ils l'ont peut-être empêché d'avancer. Je pense que oui, c'est une histoire assez triste. C'est-à-dire qu'Offenbach, il faut se rendre compte que ce garçon arrive à 14 ans accompagné à Paris par son père, parce qu'il veut faire des études musicales, parce que c'était Paris qui était la capitale musicale à la mode. Imagine, à 14 ans, un gamin se retrouvant à Paris, seul, confié à la communauté juive, sans ressources, et ne possédant pas la langue. Il le vit comme un abandon. Ah, mais il le vit comme un abandon, et c'est ce thème-là qu'on va retrouver tout au long de son histoire, et dans les contes d'Hoffmann également. Il va mettre 20 ans pour avoir son premier succès, et pendant 20 ans, on n'imagine pas ça, parce que là, on le voit avec des paillettes, mais en fait, il va connaître 20 ans de galère. Et tu lui trouves en cela des similitudes avec Ulysse? J'ai fait un parallèle avec Ulysse, parce que Ulysse, c'est pareil, il est tranquillement avec Pénélope et son fils Télémaque à Ithaque, qui était son royaume, et tout d'un coup, il voit débarquer chez lui un envoyé des dieux qui s'appelle Melpomène, et qui lui dit « Maintenant, tu prends tes affaires et tu vas à la guerre pour secourir Ménélas qui s'est fait piquer sa femme, la fameuse Belle Hélène. Oui. » Ulysse ne veut pas y aller. Et moi, j'ai été frappé par cette concordance entre, d'un côté, le désir de quelqu'un et puis ce qu'il est contraint de faire. Parce que, bien évidemment, Offenbach, il n'a pas eu le choix. D'ailleurs, on verra que par la suite, il fera énormément d'allusions. Il écrit à un moment donné, à l'époque où les enfants allaient à l'école et jouaient dans les rues, moi, j'étais obligé de travailler. Ah oui. Voilà. Parce que ça a été un travailleur, mais acharné, hyperactif. Hyperactif. Et il va faire entre 1858 et 1880 plus de 100 pièces. Il écrivait quelquefois 3 pièces par année, et il était tellement obligé de faire des choses qu'il avait fait installer un écritoire dans son fiacre, oui. Et il écrivait des partitions, parce que, et à un moment donné, il dit « Je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu pour que la musique me vienne comme ça ». Et pour cacher finalement cette souffrance, il théâtralise énormément sa vie, de la même manière qu'il théâtralise ses créations. C'est un homme qui est finalement toujours dans les apparences. On n'arrive jamais trop à en savoir sur lui. Hein. Tout est caché. Je crois que le plus beau modèle qui peut être comparé, c'est la rockstar. Oui. C'est-à-dire que c'est un homme qui va comprendre très très vite. Je dis que c'est la première rockstar finalement du show business. Ah, c'est la première rockstar. La première chose, c'est qu'il comprend très vite l'intérêt des médias. Et alors on parle de ses fêtes, on parle de ses productions, on parle de ci, on parle de son habillement. C'est un personnage excentrique, il est habillé, il est caricaturé, il passe son temps à défrayer la chronique, il a perdu des sommes considérables au jeu, il a vécu dans l'ombre de lui-même, et je pense que les contes d'Hoffmann, c'est un bilan. Je pense que c'est un des plus beaux opéras qui existent, précisément parce qu'il échappe un peu à la catégorie des opéras. Là, c'est un anti-opéra, puisque en fait, il réussit le tour de force de nous intéresser en nous répétant 3 fois la même chose. Et 3 fois la même chose, c'est, pour reprendre la fameuse chanson d'Erita Mitsuko, c'est les histoires d'amour se terminent toujours mal. Voilà. Et si je cite les Rita Mitsuko, c'est pas parce que j'ai une admiration sans borne pour eux, c'est parce que ça prouve qu'il a traité un thème qui est intemporel. Donne-moi 3 arguments de se procurer ces contes d'Hoffmann. C'est un ouvrage qui remet un peu les choses en place, c'est-à-dire que moi, Offenbach est souvent considéré comme un auteur mineur, considéré avec un peu de dédain, et ça je déteste. Et je pense que si cet ouvrage contribue à restituer à Offenbach la place, parce que ça a été un remarquable témoin de l'évolution de notre société sous le Second Empire, qui est à peu près l'équivalent des 30 Glorieuses, eh bien écoutez, si ça a correspondu à cet objectif, alors écoutez, j'aurais rempli mon travail, parce que je trouve que vraiment cet homme mérite une place
au sein des grands compositeurs français, même si certains ne le voient pas de cette oreille. C'est vrai que c'est extrêmement passionnant. Moi, je me suis régalée à le lire. Les Contes d'Hoffmann ou Le reflet retrouvé de Jacques Offenbach, c'est aux éditions Symétrie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Alicia. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, une invitation à faire du shopping chez les petits commerçants de centre-ville, comme les commerçants messins par exemple, qui ont eu une belle idée, celle de réaliser une vidéo pour nous souhaiter une très belle année. Regardez. On vous souhaite une belle année 2021. Bonne année à tous les Messins et les Messines. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année gourmande. Gardez la pêche. Les commerçants messins qui ne lâchent rien, soutenez-les et retrouvez-les sur la page Facebook de la Fédération des commerçants de Metz. Alors vous le savez, en ce moment malheureusement on ne peut pas aller au spectacle, on ne peut pas voir de concert, pour autant les artistes se démènent pour rester connectés avec leur public. Et d'ailleurs c'est le cas de Lord Martin qui avec Tom a décidé de vous proposer un spectacle entièrement connecté. Alors un spectacle connecté, qu'est-ce que? Eh bien il nous explique tout. Bonjour à tous. Tout d'abord, on aimerait vous souhaiter une bonne année 2021. Je pense que nous avez reconnu, voici Tom Et le Lord. Les amis, notez bien sur vos agendas 2 dates à retenir. Le samedi 9 janvier à 20h et le dimanche 10 janvier à 17h30. Vous pourrez assister à un spectacle exceptionnel de chez vous, le spectacle connecté. Mais c'est quoi un spectacle connecté? Un spectacle connecté, c'est un show de magie que vous pouvez vivre chez vous en direct, confortablement installé dans votre fauteuil. Dans ce spectacle, il y aura de l'interactivité. Vous pourrez participer depuis chez vous. Il y aura des numéros de magie visuels. En fin de compte, c'est un spectacle complet que vous pouvez vivre en famille ou avec des amis. Et surtout, je serai là pour un tuto magique. Pour assister au spectacle, c'est très simple. Vous allez sur le site lordmartin.fr. Vous pourrez acheter votre place, seulement 28 € par foyer, peu importe le nombre de spectateurs. Et ça marche comment? Encore une fois, il n'y a pas plus simple. Vous téléchargez l'application Zoom, qui est gratuite. Ensuite, on vous enverra par mail un code d'accès personnel que vous recevrez 1 heure avant le spectacle. Donc les amis, on compte sur vous. Autant dire que ça va faire un bien fou parce qu'on passe toujours un excellent moment avec Tom et le Lord. Alors si vous souhaitez vous émerveiller, en prendre plein les yeux et également vous marrer, réservez vite votre place, il y a le site qui apparaît sur l'écran. Je rappelle donc les dates, samedi 9 et dimanche 10 janvier. Dans notre boîte à idées, on retrouve également des conseils de lecture en matière de BD, de littérature, histoire de vibrer, de s'évader. Et aujourd'hui, c'est Xavier qui partage avec nous son coup de cœur. Alors, je vais vous conseiller quelque chose d'un peu original. Moi, j'ai une passion secrète, c'est les incipits, les débuts de romans. Et quelqu'un a apparemment la même passion que moi, il s'agit d'Elsa Delachère, qui a écrit cette petite merveille qui s'appelle La Première Phrase. Et en fait, elle a recensé 599 débuts de romans qu'elle a organisés par chapitre. Et donc, c'est 599 débuts de romans de la littérature internationale et française, et grands romans pas forcément très connus. Et en fait, elle a classé les démarrages, c'est-à-dire que les débuts de romans par ceux qui commencent de plein pied, ceux qui rentrent par la fenêtre ou par la porte, ceux qui commencent par exemple, un réveil et puis un lever, ceux qui commencent par la fin. Voilà.
Et du coup, il y a ce double côté jubilatoire, c'est d'avoir à disposition 599 romans uniquement par la première phrase, et en même temps, ce côté classé, donc un peu taxidermiste comme ça, où on classe les choses en fonction de leur thème. C'est vraiment agréable d'avoir ça sous la main et de pouvoir compiler, de rentrer par n'importe quelle porte dans ce petit recueil, et de retrouver des choses très connues comme Longtemps je me suis couché de bonne heure de Marcel Proust, ou d'autres qui commencent par exemple par un tutoiement du lecteur d'entrée de jeu, ceux qui font par effet de surprise par exemple. Voilà. Donc c'est un petit bijou à avoir qui existe en poche, et d'Elsa de la Chair, la première phrase que je vous conseille. Un livre que vous pouvez vous procurer à la Pensée Sauvage, à Metz et chez tous les bons libraires indépendants. On aime les livres, on aime également les films, et il se trouve que de jeunes réalisateurs pointent le bout de leur nez dans la région. Deux d'entre eux ont décidé de s'associer pour réaliser un court-métrage que l'on pourrait qualifier d'initiatique, une œuvre entièrement tournée sur notre territoire. Action! Donc elle est comme ça. En fait, il faut juste qu'elle soit en diagonale et pas derrière. Voilà, donc plan 5, c'est ça. Et ce plan qu'ils vont tourner dans quelques minutes, les réalisateurs lorrains Charles Florentin et Jean-Baptiste Thomas y ont réfléchi bien en amont. Pendant 4 mois, ces deux passionnés de cinéma et d'art, au sens large, ont conjugué leur savoir-faire pour donner vie au court-métrage « Demain, mon père ». L'histoire d'Olivier, qui décide de partir à la recherche de son père, dont il pense qu'il s'est réincarné en poisson. Un récit pour le moins initiatique. Il y a la dimension poétique et philosophique, à la fois dans la narration et dans l'image, parce qu'on a tourné en plan large, c'est presque contemplatif, les scènes à l'extérieur. Et puis à la fois, on fait aussi du cinéma réaliste. On voit plusieurs types de France, la France bourgeoise, la France profonde, et on voulait recréer un peu toutes les strates de la société à travers ce film aussi. En fait, on est parti du principe qu'il y a encore quelques décennies, l'Occident a été chrétien, et maintenant il y a une perte de spiritualité et de religion dans l'Occident. Et comme il y a cette perte de valeur, les gens ont besoin de croire en quelque chose d'autre. Donc on veut montrer que chacun a besoin d'avoir une autre spiritualité. Et ainsi combattre le nihilisme de la société, une histoire dans laquelle s'est complètement reconnu Maxime, qui incarne le personnage principal. C'est quelqu'un qui est vraiment perdu dans la société d'aujourd'hui et qui découvre différentes strates. Donc là, on est au yoga, il n'en a jamais fait. Il va découvrir les pêcheurs qui sont les amis de son père. Il va découvrir le milieu plus populaire et en même temps plus bourgeois, etc. Tout ça sans jamais juger, mais en découvrant. Et c'est un peu mon parcours parce que j'ai vécu vraiment dans différents pays, j'ai connu différentes couches sociales et je ne saurais pas me définir en disant d'où je viens, si je suis un Français de telle classe sociale ou alors un Canadien ou un Québécois, enfin voilà. Car la prouesse de ces jeunes réalisateurs est également d'avoir su mobiliser des forces vives du monde entier. Maxime, venu tout droit de Montréal, mais également des comédiens et techniciens venus de France, d'Uruguay ou de Berlin. Là, cette scène-là, on a des figurants, donc on sera une vingtaine, mais en gros, le noyau dur de l'équipe, c'est 13-14 personnes entre l'équipe technique et les comédiens. On a un excellent chef opérateur qui s'appelle François Calvier, on a une assistante réale, on a des caras au son qui a travaillé avec Jean-Pierre Jeunet juste avant. Donc on a vraiment une équipe professionnelle. 5 actions première. Action. Ici, c'est une scène qui se passe dans une salle de yoga. L'acteur principal va rencontrer une fille qui s'appelle Mathilde qui va lui parler de réincarnation. Et c'est à ce moment-là où il va croire et penser que son père s'est réincarné en un poisson. Et là, c'est la scène où ils vont se rencontrer. C'est dans cette salle de yoga. Donc elle est cruciale pour le film. Autoproduit et entièrement tourné dans la région, Demain, mon père devrait être diffusé dans les festivals ainsi qu'au club de Metz d'ici quelques mois, avec un objectif, transformer l'essai pour pouvoir se lancer ensuite dans la réalisation d'un premier long. La terre, le corps léger vers le ciel. Guettez bien la sortie de Demain mon père au club de Metz. On a d'ailleurs vraiment hâte que les cinémas rouvrent leurs portes et on croise les doigts pour que le film remporte bien des prix dans les nombreux festivals. Pourquoi pas dans un festival japonais d'ailleurs. Alors si je vous dis ça, c'est tout simplement pour faire une transition tirée par les cheveux et vous inviter maintenant à retrouver Maître Étienne qui parle japonais couramment.
Konnichiwa les loulous. Eh bien non, je ne suis pas au Japon, je suis à Metz, au plan d'eau Saint-Symphorien, et aujourd'hui je m'intéresse à l'histoire de ce portail derrière moi, ce portail japonais qui porte le nom, c'est son nom en japonais, de Torii. Alors, c'est un portail de temple, et je me suis demandé pourquoi un portail japonais à Metz. Est-ce que c'est le cadeau du Japon? Est-ce que c'est un souvenir d'ambassade? Eh bien, pas du tout, c'est le souvenir d'une exposition qui a eu lieu il y a un peu plus de 30 ans sur le Japon et qui avait été organisée par la mairie de Metz. Et donc, ce portail a été construit par les services techniques municipaux et était exposé au moment de l'exposition, au moment de la manifestation, sur la place d'Armes à Metz. À la fin de l'exposition, on s'est posé la question: que fait-on de ce portail? Est-ce qu'on le détruit? Est-ce qu'on le conserve? Et finalement, on s'est dit, eh bien non, on va l'installer ici sur le plan d'eau Saint-Symphorien, qui est alors de création récente, puisque le plan d'eau a été créé de manière artificielle dans les années 70, à partir de Bras de la Moselle. Et on l'installe ici principalement pour le lier avec l'élément aquatique, pour le lier avec l'eau, parce qu'au Japon, il faut savoir qu'à côté des temples, il y a toujours la présence d'eau. L'eau est très liée à la culture japonaise, à la religion shintoïste, et donc au temple japonais et au portail de ces temples, dont nous en avons un exemplaire derrière moi, ces fameux torii. Alors, la couleur vermillon, c'est la couleur traditionnelle de ces portails, qui sont généralement faits en bois, même si on trouve aujourd'hui des exemplaires en béton. Et littéralement, d'ailleurs, le nom torii, ça veut dire perchoir à coq, perchoir à oiseau. Pourquoi? Eh bien parce que le coq est lié à la naissance du soleil, puisque c'est lui qui annonce les premiers rayons du soleil, et vous savez que le soleil et le vent au Japon, c'est la définition du pays. Donc, vous le voyez, l'importance, évidemment, de ces portails, qui ont aussi, il faut le savoir, une signification spirituelle majeure, puisque ces portails, à l'entrée des temples, délimitent d'un côté le monde profane, le monde matériel, du monde sacré. Et vous le voyez, finalement, à Metz, on a gardé, et ça je trouve ça très beau, très séduisant dans l'idée, on a gardé cette dimension parce qu'à travers le portail de Metz, à travers ce torii, qui a d'ailleurs été restauré, eh bien on voit la cathédrale de Metz, on voit finalement le monde spirituel. Alors, je vous invite à venir faire un tour au plan d'eau, parce que c'est toujours une très belle promenade, et puis à regarder ce portail, qui est un bel hommage au pays du soleil levant, à ce pays qui a une culture excessivement riche et qui mérite tous les jours d'être découvert. Merci Étienne, et à très bientôt pour un nouveau voyage. Les voyages d'ailleurs, on peut très bien les faire à bicyclette, mais alors attention, pas sur n'importe quelle bicyclette. Que diriez-vous d'en enfourcher une qui soit écolo? Eh bien c'est le pari fou que s'est lancé Yann, un fou de vélo, qui aujourd'hui crée ses propres modèles dans les Vosges. Hélice, ça vient du grec ancien, qui veut dire tortue. Parce que la tortue, c'est une des plus vieilles espèces terrestres qu'on connaisse, qui a très peu évolué en changeant très peu sa forme grâce à sa forme simple, en fait, sa carapace qui est solide. Quelques mots qui illustrent la philosophie de vie de ce jeune entrepreneur, véritable fou de vélo originaire de la région parisienne. Yann Babélian, 31 ans, a travaillé 2 ans chez Moustache Bikes avant de se mettre à son compte pour concevoir et fabriquer dans son petit atelier de Xertigny des vélos durables, des vélos d'une vie comme ce designer et ingénieur aime les décrire. Je fais pas juste de la soudure et je fais pas juste de la conception, je fais les deux. Et c'est ça l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir mélanger dans mon local les deux et pouvoir, quand j'ai une idée, je peux directement la transposer et fabriquer. Le printemps dernier, il a dessiné son premier vélo Kélis, un cargo pouvant transporter 2 enfants et des courses et assemblé avec des pièces achetées de la façon la plus éco-responsable possible. Moi, je ne prétends pas faire du vélo 100% français parce que c'est pas possible. J'essaie juste d'être transparent et j'explique aux gens ce que je fais et j'essaye de valoriser un maximum dans mon local. Donc les cadres, j'achète des tubes en acier qui sont fabriqués en Italie et moi je vais déjà valoriser dans mon atelier ce qui a le plus de valeur sur un vélo, c'est le cadre et la fourche. Et ensuite je vais l'assembler avec des composants qui viennent soit de France, soit d'Europe. Évidemment, certains qu'on ne peut pas trouver, type des freins ou des dérailleurs qui viennent d'Asie. Le jeune homme est intransigeant sur la qualité, exemple donc avec l'acier pour le cadre, plus lourd bien sûr que l'aluminium ou le carbone, mais gage de solidité et de longévité, solidité d'ailleurs renforcée par des brasures au laiton. Mais le réel savoir-faire des cycles Kélis, c'est le sur-mesure, le choix fait par cet autre fan de la petite traîne. Il aura le 4e vélo de la marque. Donc c'est là qui est une selle artisanale fabriquée en France. J'ai déjà eu beaucoup de vélos, et je voulais qu'un de mes derniers vélos soit fait sur mesure. On sent que le vélo va être à nos cotes,
et qu'on sera peut-être, bon, c'est pas qu'on est mal sur les vélos qu'on achète, naturellement, on est bien, mais on sera peut-être mieux. Voilà, c'est important. Et puis on sent qu'il est fait pour nous, qu'il sera unique. Yann peut d'ailleurs ajouter une assistance électrique, mais une motorisation intégrée n'est selon lui pas l'idéal, au contraire, puisqu'il prône un minimum d'effort, ainsi et surtout que la sobriété tous azimuts. Le baggy que vous aviez au collège, aujourd'hui, c'est plus très joli. Et le vélo, il est aussi pris dans ces phénomènes de mode. Et aujourd'hui, on intègre tout de plus en plus. Le problème, c'est, moi je posais la question à ceux qui achètent des vélos intégrés, comment vous allez faire si dans 20 ans, vous avez un problème avec votre moteur ou votre batterie, si tout est intégré et qu'il n'y a plus de pièces en SAV? Le problème, c'est que le vélo, il a été dessiné autour d'une technologie. Yann habite Épinal. Quand la météo le lui permet, il vient travailler avec Certini grâce à cet autre vélo qu'il a conçu, un modèle de type gravel pour rouler sur route comme en forêt, de l'artisanat qui a évidemment un coût somme toute équivalent, voire inférieur au vélo de série. Comptez 2200 € pour un vélo cargo, un peu plus de 3000 pour un vélo sur mesure. Un reportage de nos confrères de Vie à Vosges. Et si vous souhaitez passer également commande et faire en sorte que ça roule, allez faire un tour sur le site qui est apparu à l'écran. On va se quitter en musique comme toujours avec le groupe Room Me, un projet d'art rock messin emmené par Anne-Sophie, auteure, compositrice, interprète, qui cultive un univers qui fait penser parfois Pete Gervais à Anna Calvi, univers qui pour autant reste singulier. Room Me que vous pourrez apprécier dans le prochain live Insolite. Ils se sont produits dans l'ouvrage fortifié de Michelsberg. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Et puis nous, en attendant, on va les retrouver avec un extrait live, tourné cette fois en salle, avec un public, avec de vrais gens. Allez, bye bye. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.